Le poids des mots et le choc du dire. L'émission d'aujourd'hui a le plaisir d'accueillir pour le Divan dans le Monde une invitée exceptionnelle, Barbara Cassin, pour son livre sur la guerre des mots. Puis, l'écho de la culture nous fera entrevoir quelque chose d'assez homogène avec cette question du pouvoir des mots, puisqu'il s'agit du film de Yann Gozlan, Gourou, que nous contera Margot Mathieu. Et puis pour l'actualité de la psychanalyse, pour finir, ce sera consacré à Lacan sophiste, point d'interrogation, par Carole de Vambrechy-Lassagna. Jingle. Bonjour Barbara Cassin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes philosophe, philologue, helléniste, et entre mille choses, vous avez écrit de nombreux ouvrages qui ont trouvé lecteur dans notre champ et pas que dans notre champ. Alors pour ne citer vraiment que quelques-uns, l'effet sophistique, le vocabulaire européen des philosophes, des philosophies, le dictionnaire des intraduisibles, voir Hélène en toute femme d'Homère à Lacan, Jacques le sophiste, Lacan, Logos et psychanalyse, éloge de la traduction compliquée de l'universel, Quand dire, c'est vraiment faire, Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel. Jusqu'à vous, les sophistes étaient pensés en philosophie à la lueur de Platon et Aristote comme des manipulateurs qui se faisaient payer et n'avaient pas d'égard pour la vérité. Vous avez montré qu'ils croyaient au pouvoir de la parole, à son pouvoir performatif, et qu'il faisait bien de la philosophie pour la démystifier. Vous avez aussi tenu un certain nombre de séminaires sur l'enseignement de Lacan, et notamment 2 leçons sur l'étourdi avec Alain Badiou, qui ont été publiées sous le titre « Il n'y a pas de rapport sexuel ». Je le dis pour nos auditeurs, parce que le prochain congrès de psychanalyse va se tenir prochainement sous ce thème « Il n'y a pas de rapport sexuel ». Vous avez aussi consacré une grande partie de votre temps au nouage du discours et de la politique, notamment que réalisent les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, donc comme le disait Pierre, nous allons consacrer ce divan dans le monde à votre dernier ouvrage, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. Dans ce livre, vous montrez que Trump et Poutine croient au langage, en son efficacité, en son pouvoir performatif, mais pour manipuler leur auditoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, finalement, ils ne sont pas sophistes ? Les sophistes, ils n'ont jamais cherché d'abord à manipuler. C'est ce que Platon et Aristote, c'est surtout ce que Platon disait. La critique qu'ils faisaient. Oui, la critique qu'ils faisaient. Mais ils ont cherché à plutôt délimiter la philosophie. Et ça a commencé avec Gorgias par rapport à Parménide, c'est-à-dire véritablement au cœur du début de l'ontologie. Au fond, la thèse des sophistes, c'est que l'être n'est pas, mais c'est le dire de l'être qui le fait être, qui fait être l'être. Donc c'est le poème de Parménide qui fait que est. Et ça, c'est une thèse très dérangeante pour la philosophie, évidemment. C'est-à-dire que ça dit que l'être est un fait de dire « Ah bon ?» Mais vous voyez, toute la philosophie depuis Aristote et Platon, enfin depuis la lecture aristotélicienne et platonicienne de Parménide jusqu'à Heidegger, dit « Il y a de l'être ». Et nous, les hommes, nous sommes les bergers de l'être. Là, bon, on voit bien que c'est contrariant de dire « Il y a de l'être, c'est vous qui le dites ». Bon, c'est un peu contrariant.
Donc c'est ça le point crucial. Alors vous mettez ça en application dans l'époque actuelle en analysant le discours et les intentions d'ailleurs, et les effets des discours, notamment de Trump et de Poutine, avec de nombreux exemples. Donc c'est un livre qui se lit très bien. Et on a quand même envie de vous demander, mais au fond pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un discours est... Alors on utilise le terme performatif après Austin, mais vous montrez bien qu'il est... On n'a pas attendu, voilà performant, on n'a pas attendu Austin pour que les discours soient performants. Qu'est-ce qui fait qu'un discours est performant finalement ? Que ça marche. Oui, c'est pas si simple que ça. Je dirais que c'est au fond, c'est la troisième dimension du discours, d'être performant. La première, c'est de dire ce qui est. Hein, bon, voilà, là, il y a une table, on est en train de, etc. L'aspect descriptif. Oui, la phénoménologie, si vous voulez, discursive, dire le réel, bon, c'est vrai ou c'est faux. Il y a une table, elle est rouge. Ah non, ça c'est faux. Bon. La deuxième, disons, dimension du discours, c'est d'essayer de persuader. Donc c'est la rhétorique, et là c'est persuasif ou non persuasif. Souvent, on laisse les sophistes là, dans ce lieu-là, dans le lieu de la rhétorique. Et c'est comme ça que Platon s'adresse à Gorgias ou à Protagoras en disant « T'es bien un orateur, hein, c'est bien ça. » Bon. Et puis, la troisième dimension, c'est celle-là qu'on met en valeur quand on parle de performance et de performatif, c'est que ça fabrique les choses. Voilà. Ça a un effet de réel. Et ça, c'est vrai, si on veut, pour la sophistique, au maximum. C'est-à-dire que le sophiste, par excellence, Gorgias, prononce un éloge d'Hélène, ce qui est absolument scandaleux, puisque Hélène est celle qui a suivi son amant et qui a mis la Grèce à feu et à sang, Hélène de Troie. Il prononce un éloge d'Hélène. Et voilà que Hélène, au fond, devient innocente jusqu'à Offenbach. Hein. Et comment ça se fait ? Ça se fait... Alors, le cœur de la démonstration de Gorgias, c'est que elle a écouté le logos, le discours de Paris, c'est que le logos est un grand tyran qui, avec le plus petit et le plus imperceptible des corps, ce que je suis en train de faire, réalise, performe les actes les plus divins. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait plus que persuader. Ravir. D'ailleurs, Hélène veut dire la ravissante et la ravie. Celle qui ravit et celle qui est la ravisseuse ravissante. Voilà. Alors vous donnez les modalités par le détail de l'effectivité des discours de Poutine et de Trump. Oui. Est-ce que vous pouvez... Qui sont un peu opposés à certains égards, mais qui partagent certaines caractéristiques communes. La première caractéristique qui m'a bluffée, à laquelle je ne m'attendais pas, et qui est venue de la liste des mots supprimés par Trump, il y a 140 mots déconseillés, tellement déconseillés que si on les emploie, on ne sera jamais financé. Donc, au fond, c'est suprêmement déconseillé. Des red flags. Voilà. Donc, effacé. Ces 140 mots, c'est des mots que vous utilisez tout le temps et que vous avez vraiment envie d'utiliser. Dans le tas, il y avait femme. Alors, il l'a quand même autorisé parce que c'était un peu grave. Mais bon, cette liste est incroyable. J'ai envie d'en lire un des petits bouts. Oui, bien sûr. Hein, mais le rapport à Poutine, c'est que Poutine, lui aussi, pense que quand on supprime les mots, on supprime les choses. Au fond, ils ont une confiance absolue dans la force performative du langage, puisqu'ils imaginent que si on supprime les mots, ça va changer vraiment, et ça va faire en sorte que les choses n'existent plus. Il n'y a pas de guerre en Ukraine, bien sûr que non. Il y a une opération militaire spéciale. Et il y a un type là, on ne prononce jamais son nom, Poutine ne prononce jamais son nom. Oui, le jour de sa mort, Navalny, mais sinon c'est... un opposant, un kidam, quelqu'un, voilà. Le jour de sa mort, il dit oui, un opposant est mort, Navalny. Bon, ça arrive. Des choses qui arrivent. Bon. Voilà. Donc, ce qui m'a bluffé vraiment, c'est leur rapport aux mots, leur finalement confiance absolue dans la performativité du langage. Et en fait, on peut les comprendre puisque c'est eux qui décident. C'est-à-dire que vous demandiez à quelles conditions ? À condition, au fond, d'avoir le pouvoir. D'avoir le pouvoir. Oui.
Et pour Vous Trump, l'écrivez comme ça, d'ailleurs. C'est parce qu'ils ont le pouvoir que leur oui. discours est performatif. Au fond, on pourrait dire c'est parce qu'on les met à cette place-là aussi. C'est parce qu'on les met à cette place-là. Sauf qu'ils peuvent y accéder aussi grâce au pouvoir des mots. Oui, donc, ils sont effectifs. Leur pouvoir est effectif en plus. Oui, mais pour Trump, il y accède grâce au pouvoir des mots. Oui. Et parce qu'il y a accédé, ces mots ont du pouvoir. Donc il y a un petit côté circulaire. Absolument, absolument. Mais là, c'est très circulaire, en effet, la performativité. Mais je parlais des mots... Et du coup, ça reste mystérieux. Oui. C'est pas si mystérieux que ça. C'est-à-dire que ça vraiment, ça prend le langage dans sa force. Et donc, on est fort parce qu'on parle en position de force. Il me semble que dans l'exemple d'Austin, c'est parce qu'il y a une institution qu'une parole peut être instituante. Je vous déclare mari et femme, c'est parce qu'il y a comme derrière une loi. Enfin, une loi symbolique. Oui, quand vous dites quand vous dites dans la Bible que la lumière soit et la lumière fut, il n'y a pas d'autre institution que Dieu lui-même. Ça, c'est déjà. On ne peut pas aller plus haut. Non, on ne peut pas aller plus haut. Et moi, je fais tout un plat, si vous voulez, des différentes institutionnalisations possibles du performatif. Ça commence avec la Bible. Ensuite, il y en a une que je trouve absolument magnifique, qui est l'institution païenne que fait Homère avec Ulysse quand il voit Nausicaa. Ulysse, il faut comprendre que Ulysse, il est dégueulasse, il vient d'échouer sur le rivage, il est complètement plein de saleté, il est tout nu, et il voit une jeune fille devant lui, parce qu'il a été réveillé par un ballon qui lui est tombé dessus. Bon, elle s'enfuit, les servantes s'enfuient, mais Nausicaa reste là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il casse une branche pour en voiler sa virilité, comme dit magnifiquement Bérard, et puis il lui dit « Je te prends les genoux, car j'ai trop peur de te prendre les genoux ». Autrement dit, il prononce ces mots, dans Homère, on dit que ce sont des mots qui ont du pouvoir, qui sont puissants. Hein. Il prononce ces mots puissants, « Je te prends les genoux », parce qu'il ne peut pas faire le geste du suppliant et lui embrasser les genoux. Il ne va pas faire ça, lui à poil et dégueulasse, à une très belle jeune fille devant lui. Hein, belle comme le jeune fût un palmier. Non, il ne va pas faire ça. Donc il lui dit « Je te prends les genoux » parce que j'ai trop peur de te prendre les genoux. Et c'est la seule manière de lui prendre les genoux, c'est de le dire. Donc je trouve ça magnifique, cette scène. Ça, c'est la deuxième scène pour moi, et la troisième, c'est celle que vous évoquez, qu'évoque évidemment Austin, mais qui vient de loin, puisque justement, ça vient pratiquement de la Bible. C'est toutes les paroles sacramentaires, quand elles sont prononcées par des gens qui sont capables de dispenser des sacrements, bon, eh bien, elles valent acte. Je vous déclare unis par les liens du mariage, ego te absolvo, hein, voilà, t'as plus fait, ça va, t'es absous, bon, ça marche aussi. Et la discussion qu'on a là est très importante parce qu'elle va conditionner la suite de notre débat, et notamment sur la question de l'Europe et des solutions. Mais on a quand même envie de vous dire, au fond, ce qui est premier dans ce que vous dites, que ce soit Dieu, que ce soit, je sais pas, la force d'Ulysse, que ça soit l'institution qui autorise par assermentation la parole performative. Est-ce que c'est pas le pouvoir qui est premier ? Et est-ce que c'est pas, du coup, on anticipe un peu sur la discussion, mais est-ce que ça sera pas la question du pouvoir qui conditionne la question de la culture ? Oui, enfin, on va au moins dire que ça sera circulaire. Ouais. Je sais pas laquelle conditionne laquelle, mais sans pouvoir... C'est ça. On va avoir du mal. C'est ça. Ça, c'est sûr. Bon, alors on a anticipé sur la suite. Peut-être que vous pouvez nous lire un petit bout des mots. La liste. La liste. Oui. Nous donner quelques... Alors, attendez. Voilà. Donc, il y en a à peu près 140. Et comme dit Trump, les mots sont très importants et peuvent avoir des conséquences inattendues. Ça, c'est du Trump. C'est quand même assez joli. Sachant qu'il dit qu'il a les meilleurs mots. I have the words, the best words. Bon. Alors, accroître la diversité. Amérindien, appartenir, basé sur le genre, biais, bien conscient, biologiquement femme, centré sur la personne, communauté, compétences culturelles, crise climatique. Diversité, équité, inclusion. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Égalité des chances. Énergie propre, équitable, équité. Non mais c'est dingue. Vous vous rendez compte de tous ces mots qui sont bannis.
Alors il y avait femme, il l'a rajouté, mais on n'a quand même pas le droit de dire féminisme. Bon. Gay, évidemment pas. Historiquement, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, non, absolument pas. Identité de genre, identité raciale, non. Justice raciale, justice sociale, non. Mal desservi, non. Marginalisé, ah ben non. Minorité, sûrement pas. Hein. Tout ça, ça n'existe pas. Oppressif, oppression, non. Personne enceinte, non, parce que personne, c'est dangereux. Race et ethnicité, racial, racialement, racisme, non. Et puis, quelque chose comme santé mentale, absolument pas question. Ségrégation, absolument pas. Traumatisme, valoriser la diversité, mais violence basée sur le genre, victimisation, victime, non. Bon, alors c'est vraiment une forme de cancellation, si on veut dire. Absolument. À son à l'envers. tour. Absolument. Bon, on va peut-être s'arrêter. Avant la deuxième partie. Voilà, pour l'actualité, pour l'échographie. J'en perds mon latin. Pour l'écho de la culture. À propos du film Gourou, nous attendons notre collègue Margot Mathieu. Margot Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler donc d'un film, Gourou. Voilà, Gourou de Yann Gozlan, qui est sorti le 28 janvier au cinéma et qui dénonce les dérives du coaching. Alors, que raconte le film ? Oui, ce film parle d'un coach en développement personnel, Matt Vasseur, d'une grande renommée. Il a monté son entreprise, est entouré d'une grande équipe, dont des as de la communication, et il organise des shows à l'image de son idole américaine. Ces shows sont d'une portée impressionnante. Le coach monte sur scène, tel sur un ring de boxe, devant une centaine de personnes. Il avance le mantra « Ce que tu veux, c'est ce que tu es », où chacun serait responsable de son bonheur et de son pouvoir d'agir, et où la souffrance n'a pas sa place. Alors, le film débute par un de ces séminaires avec ce discours que je vais vous citer. Vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez. C'est votre volonté qui va donner au monde ses couleurs. Ce qui fait que c'est un monde de joie ou de peine, c'est vous. Et vous seul qui allez programmer votre univers mental et affectif avec vos envies, vos rêves, vos objectifs. Le monde est votre monde et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je sais pourquoi vous êtes là. Impressionnant. Alors, qui est ce fameux Mathieu Vasseur ? Alors, Mathieu Vasseur a l'ambition de devenir célèbre depuis son adolescence. Il n'a pas le bac et il commence par faire des petites vidéos YouTube de manière quotidienne et ça réussit. Son travail, il y croit. Il veut le bien des autres et d'y participer à l'amélioration de la société. Il se prend quasiment pour Dieu face à son frère qui questionne son travail. Il lui dit « Je ne me prends pas encore pour Jésus, mais j'aime bien l'image. Quelque part, on fait un peu le même métier, lui et moi. » Donc, il est alors convoqué au Sénat en tant que référent pour la République française, comme il dit avec fierté. Mais il s'aperçoit rapidement que le but de cette réunion est de dénoncer certaines pratiques de coaching en dérive sectaire et donc de réglementer la profession avec un diplôme d'État. C'est là le point de bascule. Pour lui, sa place d'exception est remise en cause. Alors, comment pratique-t-il ? Alors, il choisit le plus vulnérable du public, lui posant des questions intimes, brutales, pouvant toucher au sentiment de honte et le pousse dans ses retranchements. Il lui dit par exemple « Il faut se bouger ». On entend le « il faut » propre sur moi. Il se prend pour le maître qui sait, en disant cette phrase « Je sais pourquoi tu es là ». Il fait avouer l'inceste d'un jeune homme, puis lance l'énergie collective par des applaudissements. Pour Coach Matt, les mots ne sont que des mots. Il le répète plusieurs fois dans le film. On s'en fout des mots, dit-il. Seule l'idéologie de la volonté compte. Toute souffrance est signe d'un manque de volonté. Mais alors, quid de l'impact des mots, de l'inconscient, et ce film nous en montre les conséquences dramatiques.
Sans se préoccuper du temps de la subjectivité de la personne, il n'a pas peur de réveiller les chiens qui dorment. La responsabilité est ici convoquée sous forme d'injonction, comme démissionner d'un travail. Il remplace le pourquoi par des comment, sur moi en tant qu'injonction proche de l'idéal du moi. Alors il finit par incarner dans le réel la phase de jouissance du surmoi avec d'autres de ses slogans, donc le no limite, montre-moi le tueur en toi. Il est prêt à tout pour défendre son travail, ce qui le pousse à la paranoïa et au passage à l'acte. La différence avec le psychanalyste, c'est que celui-ci ouvre une énigme sur la responsabilité du sujet dans ce qui lui arrive et essaie au contraire de réfréner le surmoi. Merci beaucoup, Margot. Et nous poursuivons notre discussion avec Barbara Cassin. Vous écrivez au début de votre ouvrage que vous avez ressenti une urgence subjective à écrire ce livre. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot. Vous avez dit au début que j'étais philosophe et philologue. Oui, c'est vrai, je m'occupe du grec, de textes grecs. Et le dernier livre que j'avais écrit, quand j'étais à Istanbul, devant les jeunes de Galatasaray, c'était sur l'Odyssée au Louvre. Donc, je parlais d'Ulysse et de la manière dont, au fond, une identité d'homme grec se constituait. Et ils m'ont demandé de parler d'Ulysse. Et donc, je leur ai parlé d'Ulysse, mais en même temps, je me disais, mais enfin... Et je leur disais, il se passe quand même des choses en Turquie assez graves. Il se passe des choses dans le monde, non moins graves. Voilà, Gaza, l'Ukraine. Vous êtes sûr que vous voulez que je vous parle d'Ulysse, un type qui n'a jamais existé, et écrit par un poète qui n'a sans doute jamais existé. Et vous êtes sûr ? Et on a parlé à partir de là. Et ce qui en est sorti, c'est notre seule défense, notre seule vraie défense, c'est la culture. Alors justement, vous parlez d'Ulysse, il y a quelque chose qui m'a frappée dans votre livre. C'est une citation que vous faites de Kundera, dans laquelle que vous citez « Est européen celui qui a la nostalgie de l'Europe ». Oui. Dans un premier temps, cette citation m'a franchement déplu. Parce que j'entendais la nostalgie. Et puis, je me suis souvenue de ce que vous avez écrit à propos de la nostalgie d'Ulysse, où vous faites de la nostalgie bien autre chose que la nostalgie de l'objet perdu, où vous faites de la nostalgie ce qui cause toujours le voyage d'Ulysse, qui finalement situe la nostalgie beaucoup plus du côté de la cause et puis de l'avenir. Et de l'avenir que du passé. Alors, j'ai entendu autrement, ensuite, cette citation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelque chose de ça ? Oui, donc, en effet, il y a deux sens de nostalgie qui sont visibles en allemand, puisqu'il y a deux mots, Heimweh, home, sweet home, on rentre chez soi, et puis Sehnsucht, on va chercher. On va loin chercher. Oui, il y a la nostalgie Great American Gain, là, comment c'est la formule ? MAGA, oui. Voilà, et puis celle qui ouvre l'avenir, et un avenir à construire. C'est ça qui est très intéressant dans Sehnsucht, c'est qu'on va chercher ce qu'on ne sait pas. Bon, et donc Ulysse, c'est les deux. Il veut rentrer, voir Pénélope et Ithaque, etc. Bon, mais en même temps, il ne cesse de partir et quand il rentre, il repart. Bon. Donc, c'est au fond ce qui m'intéresse, quand on applique ça à l'Europe, c'est de se dire que l'Europe n'est pas une nature, mais vraiment une culture. Il n'y a pas une essence européenne, mais il faut la construire. Et c'est ça, c'est cette performance, on parlait de performatif tout à l'heure, c'est cette performance continue qui est intéressante. Et c'est pour ça que c'est le contraire de MAGA, Make America Great Again. Non, pas du tout. On va continuer, on va construire ensemble, je ne sais pas qui c'est ensemble, l'Europe. Et je ne sais pas ce que c'est que l'Europe. Et ça, c'est intéressant. Oui, alors c'est ça, la question que vous soulevez dans cette dernière partie de votre ouvrage et qui est vraiment... qui a des enjeux majeurs. Est-ce que vous ne décrivez pas une Europe un peu fatiguée d'une certaine manière ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude ? Mais c'est depuis toujours. C'était Napoléon qui disait « Cette vieille Europe usée m'ennuie ». Bon, c'est depuis toujours l'Europe, c'est une vieille chose.
Bon, et en même temps, c'est tout le temps à faire. Et c'est pour ça que être européen, celui qui a la nostalgie de l'Europe, ça veut dire celui qui, non seulement s'appuie sur ce que c'est que l'Europe et ce que c'était que l'Europe et sur la multiplicité des langues, la multiplicité des cultures, ce que c'est qu'être païen, ce que c'est qu'avoir pluriconfessionnel, etc. Oui, vous parlez d'un avenir ouvert. Un avenir ouvert, mais c'est surtout, on va fabriquer avec ça. On va fabriquer du nouveau avec ça. Et c'est pas fait. Et ça m'intéresse beaucoup, que l'Europe soit non pas une nature, mais une culture, non pas une essence déjà donnée, mais quelque chose à construire, une performance. Donc c'est ça au fond, c'est ça tout le sens de ce livre, et c'est pour ça que je disais, ça a été urgent comme jamais, parce que c'est ça qui est sorti de cette conversation avec les ados et les jeunes de Galatasaray. Vous citez les quelques auteurs russes qui s'estimaient européens. Est-ce que vous regrettez qu'on ait loupé l'intégration de la Russie dans l'Europe? Je ne sais pas si on l'a loupé, c'est tellement complexe tout ça. On a loupé l'intégration de la Turquie, on a loupé beaucoup d'intégrations. On est en train d'en louper d'autres. Je ne sais pas. Après tout, l'Ukraine aurait pu être depuis longtemps européenne aussi. Elle demandait que ça. Ça fait un bout de temps qu'elle demande que ça. Mais évidemment, ça n'empêche pas le fait que l'argent circule burk de manière dangereuse. Bon. Donc tout ça, je ne sais pas. Je pense que pour moi, je dirais que c'est en cours. Et qu'on est en cours, notre rapport à la Russie, il est vraiment oblitéré là maintenant par la guerre en Ukraine et par les menaces contre l'Europe. Moi, je donne comme dans ce livre que vous citez, je donne des citations parallèles entre Trump et Poutine, et c'est ce parallélisme qui me tue. L'Union européenne a été créée pour nous arnaquer, ça c'est Trump. Et la Russie a en fait été dépouillée, ça c'est Poutine. Et puis après, on a la même chose contre les femmes, les attraper par la chatte, que ça te plaise ou non, ma jolie, il faudra supporter. L'un c'est Trump, l'autre c'est Poutine. Et puis, les Mexicains sont des violeurs, les Ukrainiens sont des nazis. C'est-à-dire que, voilà, Trump et voilà Poutine. Et au fond, ils sont sur la même ligne de n'importe quoi, enfin, de violence verbale et réelle. Donc ils sont sur la même ligne de danger par rapport à l'Europe. Et à la fois, vous en faites presque un sujet commun auquel vous opposez l'Europe. Et vous venez de dire, au fond, on ne sait pas qui c'est, qui va construire ça. Alors que là, on sait qui c'est. Ce sont des personnages incarnés. Est-ce que dans cette différence de personnages incarnés et une Europe qui s'est construite sur un modèle peut-être, sur un juridisme peut-être trop formel, est-ce qu'on n'a pas là le secret de l'absence de performativité de l'Europe? Ben si, en un sens, c'est vrai que l'Europe, c'est d'abord une Europe du commerce et bon, de la bureaucratie. Et de la bureaucratie. Enfin, de plus en plus de la bureaucratie. Ça n'a pas cessé, ça. Mais je pense que c'est à nous de faire autrement. Parce qu'il y a aussi en Europe, justement, ce qui s'oppose, ce qui les rend fous, ce qui rend Poutine comme Trump fous. C'est pas la bureaucratie qui les rend fous, ils s'en fichent, ça. C'est le commerce, c'est pas grave, parce qu'ils peuvent de toute façon faire autrement et faire mieux. Bon, donc non, c'est quelque chose d'autre. Quoi exactement? Moi, j'appelle ça la culture, c'est peut-être mal dit, mais ça veut dire que ça ne dépend pas de la nature de l'Europe, ça dépend de ce qu'elle fabrique. Ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire, ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait. Et ce qu'elle va faire. Et pour moi, qui travaille beaucoup, en fait, j'ai vraiment travaillé pour l'Europe une fois dans ma vie, et j'ai eu cette impression, c'est quand j'ai fait le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles. C'est-à-dire quand j'ai essayé de mettre ensemble les langues de l'Europe, et qui sont évidemment, en même temps, puisque l'Europe a été une puissance coloniale, des langues extra-européennes. J'ai travaillé avec les gens du Brésil, les gens du Mexique, les Américains, et sur des langues d'Europe. Donc, je pense que la diversité, c'est la clé de l'Europe. C'est la clé enthousiasmante de l'Europe. C'est sa difficulté, mais c'est sa difficulté et c'est son bonheur. Voilà. Donc c'est sa chance. Et c'est ça qu'il faut travailler. Alors, vous faites appel à la suite de Protagoras au jugement, en disant, en citant Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Oui. Alors la question que j'avais envie de vous poser, c'est ce jugement, à quoi vous le rapportez? Est-ce que vous le rapportez à l'intelligence? Est-ce que vous le rapportez à la culture? Ou est-ce que vous le rapportez
je dirais, aux profondeurs du goût. Mais à tout ça, si vous voulez, moi je trace une ligne entre Protagoras, qui dit l'homme est la mesure de toute chose, et il est, c'est Socrate qui dit, Protagoras dit ça, ouais, il est nul. S'il était cochon, il dirait le cochon est la mesure de toute chose. Et puis Socrate se reprend en disant, je devrais pas dire ça. Non, Protagoras me dirait, tu n'as pas honte, Socrate, mais si, j'ai honte, parce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire et toi, il te faut supporter d'être mesure. Autrement dit, on est là face au jugement, et au jugement comme faculté de juger. Mais comme singularité aussi. Mais comme faculté partagée et singulière à chacun, évidemment, mais en partage. C'est-à-dire, on est là chez Kant, Arendt, comme philosophe, et Arendt, en particulier Hannah Arendt, disant « Serait-ce que le jugement est une faculté politique ?» Réponse « Oui. Il n'y en a même pas d'autre. » Et ça vaut pour le jugement de goût, y compris pour le jugement de goût, dont on pourrait croire que c'est éminemment culturel et que ça dépend de manière bourdieusienne de là où vous êtes né et de ce qu'on vous a appris. Ben non, le jugement de goût est une faculté politique. Ah, ça c'est extraordinaire, ça nous fait réfléchir quand même. Il faut quand même bien réfléchir à ça. Et je pense que quand on dit que le jugement est la faculté politique, peut-être la seule, par excellence. Ça implique beaucoup de choses, même par rapport à l'enseignement. Moi, j'ai enseigné dans des endroits très bizarres, y compris en hôpital de jour, et pour adolescents psychotiques. Mais le seul point commun dans tout ça, c'est que j'ai pensé que la seule chose que je pouvais enseigner, c'était à juger. C'est-à-dire essayer et là, on retrouve la sophistique. Qu'est-ce qu'on fait? Du pour, du contre, comment? On réfléchit, et on choisit. Et je mets sur la même ligne, si vous voulez, Protagoras, Hannah Arendt, et un exemple que j'aurais vraiment envie de donner, parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela. Je me baladais dans un musée absolument atroce en Afrique du Sud, à Johannesburg, un musée fait sous l'apartheid, où on voyait les Khoisan, c'est-à-dire les peuples primitifs, en train de vivre primitivement, en essayant d'allumer du feu, en secouant 3 brins de bois, et puis, etc. Et puis c'était atroce, c'était d'une laideur, d'une saleté. On comprenait que c'était vraiment des non-hommes, des sous-hommes, tous ces gens-là. Et qu'est-ce qu'a fait Protagoras? Qu'est-ce qu'a fait Mandela? Bon, il aurait pu fermer le musée, le détruire. Il a mis au milieu de la salle, que pensez-vous de ce que vous voyez? Ça, c'est génial. Ça veut dire un appel au jugement, rapport qualité-prix, c'est génial. D'abord, un petit pancarte, et puis, oui, voilà. Que pensez-vous de ce que vous voyez? C'est ce pas en arrière, ce pas de recul pour inciter au jugement qui est essentiel. Au fond, ça donne un peu l'explication de pourquoi vous vous tenez à distance des réseaux sociaux, comme vous dites dans votre livre que vous avez du mal avec ça. Là, et la question du jugement, elle est directement impactée par la vitesse. Oui, sûrement. Moi, c'est autre chose, c'est que je ne supporte pas de rester 3 secondes de plus sur mon ordinateur. J'écris parce que il faut bien, et puis c'est beaucoup plus commode, mais rester 3 secondes de plus, c'est pas possible, mais j'écoute pas non plus. J'ai beaucoup de mal avec les médias, en fait. Je regarde assez peu la télé, Sauf Studio Lacan. Voilà, mais c'est la première fois que je sais que ça existe. Bon, j'écoute pas la radio parce que ça me bouche les portes du cerveau. Je veux dire, pour moi, juger, c'est aussi pouvoir rêver. Et alors, si on est comme ça, axé sur ce qui est en train de s'arriver, et axé sur les réseaux sociaux, sur la radio, sur la télé, comment est-ce qu'on fait pour rêver? Et donc, comment on fait pour penser? La langue de l'autre peut faire interférence avec la langue propre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'accès au goût, finalement. Oui. C'est un long chemin. Oui, enfin, c'est un chemin continu. Et c'est ça. Et alors, que pensez-vous de l'idée que l'avenir de l'Europe, c'est la psychanalyse? Je pense que ça en fait partie, oui. Je pense que ça fait partie je pense que ni Trump ni Poutine ne sont pour la psychanalyse. C'est une raison de plus pour être pour elle. Bon, peut-être merci qu'on peut beaucoup. en rester là pour Merci, Barbara ce divan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc là, nous allons accueillir Carole de Vambrechy pour l'actualité de la psychanalyse.
Carole de Vambrochet-Lasagna, bonjour. Vous êtes membre de l'école de la cause, psychanalyste, et vous allez nous prétendre que Lacan est sophiste. Oui. Merci, Carole de Vambrochet-Lasagna. Vous allez voir comment. Oui, ce titre de Lacan sophiste, il vient de deux choses. De ma lecture du séminaire 12, qui est une lecture partagée avec vous, puisque le séminaire 12 a été publié l'an dernier, en 2025, et qu'il met quand même beaucoup l'accent sur Platon, qui est une référence ancienne et qui se poursuit d'ailleurs dans le 13 de Lacan. Il met l'accent sur deux dialogues en particulier. Je mets de côté l'apologie de Socrate, dont je ne parlerai pas, mais sur deux dialogues qui sont le banquet et le sophiste. Et donc, c'était une de mes références aujourd'hui. La seconde étant Barbara Cassin. Je ne savais pas que je verrais Barbara aujourd'hui. Je travaillais là-dessus. Barbara Cassin, donc, a publié L'effet sophistique dès 1995, qui est un livre où déjà vous aviez mis l'accent sur la proximité de Lacan et la sophistique. Et elle avait publié aussi en 2012, elle a publié, je ne sais pas pourquoi je mets... Vous avez publié au sens présent du terme aussi, en 2012, Jacques le sophiste, qui est le récit de votre rencontre avec Lacan, Lacan ayant appelé Barbara Cassin pour qu'elle lui explique ce qu'était la doxographie. Et donc Barbara Cassin est allée lui expliquer ça et a rédigé un petit volume dans lequel elle fait état de ce dont il est question. Donc dans le séminaire 12, il y a cette phrase: le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque. Ça, c'est une phrase de Lacan. Donc les deux ensemble, voilà. Alors, est-ce que c'est la même chose, comme le fait Lacan, de dire que Socrate est l'inventeur du transfert et que le psychanalyste, c'est le sophiste à notre époque? Alors effectivement, c'est pas la même chose. Socrate, l'inventeur du transfert, c'est le séminaire Le Transfert, 4 ans auparavant. Jacques-Alain Miller, en 4e de couverture dans le séminaire 12, souligne la rupture que marque le séminaire 12 dans l'enseignement de Lacan. On commence une nouvelle période. Donc il reprend le transfert, mais il le prend sous un angle légèrement différent. C'est toujours l'histoire de Socrate et d'Alcibiade. Il y a le banquet, Alcibiade arrive ivre vers la fin du banquet, tout le monde est chargé de définir à tour de rôle qu'est-ce qu'il en est de l'amour. Et Alcibiade, lui, raconte une petite anecdote en guise de définition de l'amour. C'est que jeune, lui, le plus bel homme d'Athènes, s'est glissé dans le lit de Socrate, qui était amoureux de lui, tout le monde le savait, s'est glissé dans le lit de Socrate, et Socrate l'a renvoyé. J'insiste là-dessus dans la suite de votre conférence, parce que le banquet est un dialogue de Platon qui vient d'être interdit dans une université du Texas, parce que ça met le genre en exergue, une apologie du genre. Donc c'est interdit. Donc Socrate interprète à ce moment-là, c'est en ça qu'il est l'inventeur du transfert, il interprète à Alcibiade: si tu te montres comme ça l'amant au lieu de l'aimer, c'est pas du tout pour moi, comme tu as l'air de le faire croire, c'est en fait pour faire le malin, pour séduire Agathon qui est là. Donc ça, c'était quelque chose qui avait déjà été dit dans le séminaire Le Transfert. Ce sur quoi Lacan insiste dans ce séminaire 12, c'est qu'en fait, il y a donc un mensonge d'Alcibiade. Et il souligne, Lacan dit même, peut-être même que cette scène n'a jamais existé, cette scène où Alcibiade aurait tenté de séduire Socrate. Mais ce mensonge d'Alcibiade, qui est peut-être aussi un mensonge de Socrate, il est inhérent au transfert. Et c'est la tromperie du transfert que souligne Lacan dans ce séminaire, qui est un séminaire dans lequel le mensonge a beaucoup de place. Et quelle est la place donc respective du mensonge dans la métaphysique et dans la psychanalyse? Eh bien, il y en a une. Lacan apporte dans ce séminaire 12 aussi beaucoup d'attention à un autre dialogue de Platon, qui est le sophiste. Alors c'est un dialogue qui se prête beaucoup moins à la mise en scène et au théâtre que le banquet, puisque c'est un dialogue qui porte sur la logique et l'être.
Mais le thème, le centre du séminaire 12, c'est aussi Jacques-Alain Miller qui le souligne, c'est l'être du sujet. Et sur ce point, ce dialogue est précieux. Cet être du sujet, je cite toujours Jacques-Alain Miller, c'est le sujet lacanien, c'est-à-dire c'est un sujet barré, divisé, fendu, ça n'est pas l'unicité de l'ego. Alors ce sujet de la psychanalyse, ce sujet lacanien, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas ? Il est supposé dans la psychanalyse, mais cette supposition a beaucoup d'importance. Donc pour résumer, le transfert, c'est la question du désir et du manque à être qui est soulignée. Dans le séminaire 12, c'est la question de l'être du sujet, mais également de l'être de l'autre du sujet, de l'autre avec un grand A. L'autre dont Lacan fera également un A barré comme il avait fait un S barré. Donc, pour Platon, la possibilité du mensonge, c'est la question de l'être et du non-être. Le point de départ de toute cette discussion, c'est le Parménide. Je crois que vous l'avez cité tout à l'heure. L'être est et le non-être n'est pas. Mais alors, comment peut-on parler de ce qui n'est pas ? Alors, il y a tout un raisonnement sur le mouvement et le repos. On peut être en mouvement ou on peut être au repos. Si on est en mouvement, on n'est pas au repos. Si on est au repos, on n'est pas en mouvement. On ne peut pas être à la fois l'un et l'autre. C'est-à-dire que le non-être commence là où l'être finit. Quand je ne suis plus au repos, je peux être en mouvement. Mais ce ne sont pas des contraires. Le non-être est l'autre, il est la différence. C'est-à-dire qu'il faut à Platon, et c'est ça qui intéresse aussi Lacan, l'autre il faut introduire l'autre pour que toutes les thèses ne se vaillent pas et ne soient pas équivalentes. C'est la position de Platon vis-à-vis de la sophistique que vous avez soulignée tout à l'heure. Si la dyade, l'opposition de deux termes, prenons le mouvement et le repos, donne du mal à Platon, Lacan pense, et c'est très joli, que c'est parce qu'il n'y a pas dans le signifiant quelque chose qui dise ce qu'est le féminin et ce qu'est le masculin. Et donc on a là ce manque à savoir sur le sexe qui infiltre, dit Lacan, l'embarras de Platon, qui essaie de s'en sortir avec la logique, le non-être et l'autre. Alors votre réponse finalement sur le mensonge. Oui, c'est vrai, allons-y. En quoi est-ce important ? Eh bien c'est important parce que pour Platon, la philosophie c'est la recherche de la vérité par les moyens de la dialectique. Les esclaves, qui sont l'autre de cette société, avec un grand A, ont également accès à cette vérité. Je veux dire, ça n'est pas réservé aux aristocrates. On le voit par exemple dans le Ménon, où Socrate amène l'esclave à trouver la solution du problème, qui est la diagonale du carré. Je vous passe l'énoncé du problème. Donc la vérité à laquelle chacun participe est garante de l'ordre du monde. On contemple la splendeur du vrai. Donc la question c'est, le mensonge, par son existence, peut-il menacer l'ordre du monde ? Le met-il en péril ? C'est une question cruciale pour Platon, et pour nous, ce sont les premiers pas de la logique. Alors, peut-être vous nous dites un mot de la problématique chez Freud. Écoutez, moi, ça m'a fait tout de suite penser à un parallèle avec Freud. Je ne sais pas si vous avez en mémoire ce cas de la jeune homosexuelle. Freud reçoit une jeune fille de 19 ans, que son père lui amène pour une question d'homosexualité. Et cette jeune fille, en début d'analyse, fait toute une série de rêves hétérosexuelle, où elle tombe amoureuse d'un homme, elle vit avec un homme, c'est merveilleux, elle obtient toutes les satisfactions possibles avec cet homme. Freud se rend compte au bout d'un moment que cette jeune fille lui ment, lui raconte des histoires. Mais il s'agit d'un rêve, d'une formation de l'inconscient. Freud est l'auteur de la science des rêves. Alors, l'inconscient peut-il mentir ?
l'inconscient, le fondement de sa découverte, est-il lui-même une illusion ? Le mensonge sous transfert remet-il en question la validité de la psychanalyse ? On sait que c'est quelque chose qui aura beaucoup de... Au XXe siècle, on a des choses qui s'appuieront là-dessus pour invalider la psychanalyse, pour tenter d'invalider la psychanalyse. Lacan montre comment... il commente ça, bien sûr, et il montre comment la solution du problème est que le récit du rêve n'est pas le rêve. Et donc, c'est comme ça que Freud va rétablir un peu sa découverte. Alors, est-ce que la psychanalyse est un relativisme au sens de Protagoras dont nous parlions tout à l'heure ? Eh bien, écoutez, non. Parce qu'avec cette question de la vérité et de l'être, Lacan introduit dans la psychanalyse l'objet petit a comme un être particulier, entre imaginaire du corps, bout de corps, et pourtant jouant avec le sujet du signifiant dans le fantasme. Cet objet, il est à la fois de l'ordre de l'être et du non-être. Lacan a une très jolie expression dans un texte, c'est un objet épisodique. C'est donc un objet épisodique, dit-il joliment. Il n'est pas sans lien, cet objet, avec la vérité du désir, mais c'est une vérité qui peut être menteuse. L'analyste, lui, devra se faire pour son patient le support de ce semblant d'objet, et c'est en cela que l'analyste, s'il problématise l'être et la vérité, comme le sophiste, ne renvoie quand même pas à une pure relativité de ce qu'il y a de réel dans ce que l'objet petit a invente. Voilà, donc moi je voulais renvoyer tout le monde à la lecture du sophiste et à la lecture de Barbara Cassin, parce que les deux sont formidables. Oui, puis ça donne le chiffre de la performativité, finalement. Ce qui n'est pas relatif, c'est ce qui est finalement le secret de l'acte que Barbara Cassin promeut. C'est la varité. Merci Carole. Merci à vous. Barbara. Merci beaucoup. Cassin. Nous allons continuer à vous lire et puis finalement nous pouvons rester sur l'objet A qui, dans le séminaire 12, quand Lacan dit que l'être du sujet c'est l'objet A, finalement cet objet A c'est un absolu pour chacun qui cause le désir de chacun et qui le rend bien vivant. Donc, restons là-dessus. Sur la phase positive de la nostalgie. Voilà, en avant. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour samedi prochain, pour la prochaine émission de Studio Lacan. À bientôt.